Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde, le podcast dédié à la qualité logicielle et au Quality Engineering. Aujourd'hui, on parle de stratégie de test automatisée. Automatiser, ce n'est pas juste faire des tests plus vite. C'est une vraie démarche stratégique, structurée avec des choix et des arbitrages et surtout beaucoup de pragmatisme. Dans cet épisode, je vais te proposer un guide clair sur pourquoi automatiser, quels sont les pièges à éviter et comment bâtir une vraie stratégie qui tient la route. On pense souvent que automatiser, c'est gagner du temps. En effet, ça doit permettre cela. Mais il y a aussi plusieurs objectifs possibles et c'est très important de les clarifier dès le départ pour pas vouloir faire trop de choses d'un coup et très rapidement. Est-ce que l'objectif, c'est de gagner du temps en effet en exécutant des tests répétitifs de manière fiable? Est-ce que c'est dans une stratégie où on veut aussi réduire le time to market et aller plus rapidement en production? Alors là, l'automatisation des tests ne peut pas être la seule possibilité pour y arriver. Est-ce qu'on veut pouvoir libérer du temps sur des QA pour pouvoir, je sais pas, par exemple, faire du test exploratoire, avoir plus de temps pour piloter une stratégie par les risques ou de mettre en place du BDD et du 3 amigos? Est-ce qu'on veut améliorer au final la qualité perçue aussi côté client? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir 2 à 3 objectifs maximum lors de votre première stratégie, parce que si vous avez trop d'objectifs, vous allez avoir une dilution des actions et vous allez tendre vers l'échec et vous n'allez pas pouvoir y arriver. Et surtout, n'essayez pas de tout automatiser. Il faut prioriser les tests récurrents, les tests stables, critiques, et la stratégie, c'est pas de dire on prend les tests manuels, on les automatise. Souvent, on voit qu'il y a un écart pour pouvoir le faire, mais j'y viendrai par la suite aussi pour voir comment on peut faire. On a tendance à éviter aussi d'entrée de jeu les tests trop complexes, instables et aussi peu fréquents. C'est pas une bonne chose à voir. Donc on a plusieurs défis courants qu'il va falloir anticiper et mettre en prérequis avant de se lancer dans l'automatisation. Voilà, l'automatisation, c'est pas juste prendre un framework et dire Robert, il connaît ce framework, ça suffit. Mais non. Est-ce que avant vous avez bien vérifié que vos environnements de test ils étaient stables et qui permettaient de tourner les tests avec un bon temps de réponse sans être régulièrement en maintenance? Alors quand on a 15 environnements de test stables sur un seul serveur, c'est assez facile, mais quand on commence à avoir un écosystème d'applications pour faire du test de bout en bout, ça commence à être plus complexe. Ce qu'il faut vraiment regarder aussi au-delà de tout ça, c'est les jeux de données. Les jeux de données, ils doivent être stables, disponibles tout le temps. Le but, c'est d'avoir des tests qui peuvent consommer des jeux de données pour que les tests soient réexécutables quasiment à l'infini. Si chaque jour, vous êtes obligé d'aller chercher des nouveaux jeux de données pour créer les cas de test, c'est qu'il y a un problème dans votre organisation, votre stratégie pour pouvoir faire des tests automatisés à la volée. Donc il y a vraiment ça va, c'est un gros impact sur ce qu'on appelle les tests flaky, c'est les tests qui sont instables, donc un coup il marche, un coup il marche pas. Donc ça c'est des choses qu'il faut anticiper, notamment sur les compétences que vous allez avoir en interne, parce que si les tests ne sont pas bien développés, si vous n'avez pas travaillé sur votre stratégie de locateur, sur votre stratégie avec des design patterns, ça va être compliqué. Donc ce qu'il va falloir aussi anticiper dans tout ça, c'est s'assurer qu'on est aligné avec les objectifs métiers, que les tests automatisés vont assurer que mon business y tourne et avoir aussi une projection de retour sur investissement, de ROI qui va être mesurée et de continuer à le mettre en place. Donc, il faut vraiment faire attention et mettre en place des indicateurs aussi qui vont être pertinents et en phase avec les objectifs que vous avez définis. Donc, il faut faire attention notamment à certains vanity metrics. Par exemple, une équipe avec 200 tests auto, ça peut paraître bien, mais s'il y a toujours autant de bugs en production et toujours besoin de faire autant de tests manuels pour rassurer,
pas sûr qu'on ait automatisé ce qui allait apporter de la valeur et ce qui limitait le risque. Dans ce cas-là, on risque de mesurer de la quantité et pas de la valeur induite. Donc faites vraiment attention à ça. Donc il faut vraiment bien définir ses KPI et suivre le ROI de façon efficace et le définir dans sa stratégie d'automatisation pour éviter j'automatise pour automatiser, le fameux tech for tech. Donc il y a plein d'indicateurs qui peuvent mettre en place. Moi, ce que j'aime bien, c'est de s'assurer de voir le nombre d'anomalies, notamment les majeures et les bloquantes, qui ont été détectées grâce aux tests automatisés et les corréler avec le pourcentage de flaky test. Si vous avez un nombre de bugs élevé grâce aux tests auto et aussi peu de flaky test, vous avez normalement quelque chose qui est déjà assez efficace. Et bien sûr, c'est calculer le ROI, le comparer par rapport à votre, le faire peut-être 1 à 2 fois par an. C'est toujours intéressant de voir si on est toujours efficace dessus. Donc ça va permettre de valoriser que vous avez certes amélioré le temps d'exécution, mais surtout que vous avez diminué les impacts sur les autres phases de test et sur la production en termes d'anomalies, et que vous avez aussi gagné du temps sur les tests manuels. Donc ça, c'est vraiment des choses à vraiment voir et à mettre en place pour s'assurer que l'investissement que vous allez mettre dans l'automatisation est réellement rentable. Dans cette stratégie, il peut y avoir aussi le choix d'un bon framework. Comment on va le choisir? Et en fait, il n'y a pas de framework universel, donc ça va vraiment dépendre de votre compétence d'équipe, de type d'application, du coût, de la documentation et de plusieurs autres facteurs. Donc il y a plein de frameworks très efficaces, ça va vraiment dépendre de votre contexte. Et je vous encourage à aller sur mon blog où j'ai expliqué comment choisir un framework et aussi comment migrer vers un nouveau framework pour vous aider à le mettre en place. Donc si vous voulez construire votre stratégie de test, il y a des étapes clés vraiment à mettre en place. Une fois que vous avez défini vos objectifs, les indicateurs, c'est vraiment de cartographier le périmètre fonctionnel, les chemins critiques et voir ce qui est important. De vérifier la disponibilité des environnements de vos données, de définir quel type de test et à quel niveau de test vous voulez mettre en place. Des fois, on pense qu'on va faire du test end-to-end, on va se rendre compte que peut-être faire des tests API de façon beaucoup plus profonde, ça va avoir beaucoup plus d'impact parce que la plupart des bugs viennent côté back. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ça vous permet aussi de mieux choisir vos outils. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez définir tous les processus de qui fait quoi, quels sont mes entrants, mes sortants, mes definition of ready, mes definition of done, quels sont les critères de succès pour réussir l'automatisation, quels sont les critères où je vais sélectionner mes cas d'usage qui vont être automatisés. Donc ça, c'est important que ça soit clair, transparent pour toutes les parties prenantes du projet. Et bien sûr, de mettre en place ces KPI et de les intégrer et d'intégrer vos scripts dans une stratégie planifiée de pipeline CI/CD. Voilà, parce que automatiser, c'est industrialiser ses tests. Il faut pouvoir le mettre dedans et pousser les résultats dans votre gestionnaire de test. Et surtout, n'oubliez pas, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans son coin. Impliquez toute l'équipe. C'est un projet collectif qui n'est pas seulement réservé au QA. C'est super important que tout le monde en prenne conscience et ça évite de faire des impairs. Donc automatiser, ce n'est pas remplacer le test manuel, c'est industrialiser ce qui peut l'être et c'est pour mieux tester ailleurs. Une bonne stratégie d'automatisation, c'est cibler, piloter par les KPI et aligner sur vos enjeux métiers. Donc pose-toi les bonnes questions. Pourquoi on automatise? Qu'est-ce que je dois automatiser? Qui va le faire? Où, sur quel environnement, à quel moment et avec quels outils? Si tu te poses ces questions-là, normalement, tu devrais être bien aligné. Et surtout, ne cours pas après la quantité de tests auto. Ça arrivera certainement par la suite parce que tu auras des bonnes bases. Vise plutôt la valeur. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez échanger avec moi sur ce sujet-là, n'hésitez pas à commenter sur ce podcast ou à me contacter directement sur LinkedIn. À très bientôt sur la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.